Comment le vent circule entre les pavés de poussière, le vent pousse derrière le pilier des tas de sacs gris, pleins d'odeurs grises, déchirées, s'échappant des narines humides du corps poilu par des milliers de poils courts, drus, grattant l'enduit des murs d'où tombent des grains sur le sol au pied du mur. Thierry Anctil. Bonjour Karine. Bonjour Thierry. C'est un joli nom, Thierry Anctil. Plein d'allitération. Te, I. Il te va très bien, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu ne cours pas, tu joues. Et de quoi joues-tu? Là, je joue un style de musique qui s'appelle le blues. Je suis guitariste-chanteur. Et samedi, au dansoir, je serai avec mes collègues, basse, batterie et un deuxième guitariste qui est remplaçant, mais vous allez voir, c'est un phénomène extraordinaire. Il est guitariste, mais il est aussi contrebassiste et pianiste. C'est vraiment, là je vous amène un deuxième guitariste. Faut venir parce que ça sera une super surprise pour vous. Ça, c'est sûr, dans un magnifique lieu, bien sûr, qui est notre dansoir. Alors, ce pourquoi nous sommes très, très heureux de t'accueillir, c'est parce que tu es un grand musicien. C'est pas simplement parce que tu joues, c'est parce que tu joues de cette manière-là. Tu m'avais raconté rapidement l'histoire qui t'a amené à choisir de jouer de la guitare blues. J'aimerais bien que tu nous la racontes à nouveau parce que je crois que c'est une histoire forte. Oui, moi j'ai toujours été plus ou moins amoureux de la musique américaine et j'ai eu la chance d'aller voir Chuck Berry au Stadium municipal de Toulouse. Et là, je connaissais pas le blues par contre, hein. J'étais dans ma variété, je viens d'un milieu assez populaire et j'étais dans ma variété de l'époque des années 70. Et j'ai eu l'occasion, j'étais à l'armée, et j'ai eu l'occasion de voir Chuck Berry. Et à un moment donné, il a fait un blues. Et là, je me suis littéralement effondré. Ou alors une image un peu comme dans les Blues Brothers. Voyez-vous la lumière? Voyez-vous la lumière? Et en fait, j'entendais pour la première fois une musique qui correspondait à ce que j'avais à l'intérieur de moi, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon être. Et je suis parti en sanglots, comme un petit garçon. Alors oui, le blues, dans son acception la plus désespérée, déchirante, triste, le blues qui serait peut-être l'équivalent du cri gitan, qui serait l'équivalent du fado pour les Portugais, ça c'est le blues qu'on aime, B.B. King, toute cette époque-là, effectivement, où se disait la souffrance. Mais j'ai l'impression, et c'est toi qui vas nous expliquer tout ça, qu'aujourd'hui, vous, musiciens de blues, vous jouez un répertoire plus large que ce répertoire du blues qui pleure, qui gémit, qui prend aux tripes. Est-ce que tu peux définir la musique blues telle que tu la joues? Quel est le répertoire et quelles sont les années concernées? Et éventuellement, est-ce qu'il existe aujourd'hui de nouveaux auteurs de blues? De quelle manière, depuis ses débuts, selon toi, le blues a évolué? Eh bien, moi, je joue 3 styles de blues. Chicago Blues, qui est mon premier amour. Ensuite, le Texas Blues, qui est le second. Et récemment, je suis tombé amoureux du New Orleans Blues, avec particulièrement un artiste qui m'inspire beaucoup, qui s'appelait Snook Siglins, qui était un guitariste aveugle de Bâton Rouge. Et voilà, donc la nouveauté, c'est qu'il y aura un petit peu de New Orleans Blues dans le répertoire. Les années, j'ai horreur de mettre des années dans les styles, parce que le style, voilà, ça défile, ça rétrécit le choix et la vision du blues. Pourquoi mettre des années? Le blues, il y a des blues, certes, il y a des blues,
le blues, c'est pas simplement triste, hein, pour moi, ça illustre la vie. Et heureusement, dans la vie, il y a des moments de bonheur et ensoleillés. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Non, le blues, c'est le blues qu'on a tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre culture. C'est un état d'esprit humain. Comme disait quelqu'un qui a été rendu célèbre par un film, le bleu est une couleur chaude. Elle n'est pas qu'une couleur froide. Non, mais je voudrais quand même que tu reviennes sur ces différents styles de blues. Qu'est-ce qui réunit? Qu'est-ce qui fait que sous l'appellation blues, on a quelque chose qui ne se dit pas à travers le rock, qui ne se dit pas à travers la pop? Qu'est-ce que c'est que cette spécificité des styles de blues? On connaît, je pense, davantage le Chicago blues. J'aimerais quand même que tu définisses ce qui réunit ces trois styles que tu as cités et ce qui les différencie. Ce qui les réunit, c'est la même pensée, hein, c'est la pensée unique du blues. C'est l'approche du blues est identique dans les trois styles. C'est ce qui les différencie, je dirais, c'est la région en fait, c'est l'endroit où ils sont. Hein, évidemment, le climat joue beaucoup sur les styles. New Orleans, voilà, c'est un peu plus festif comme blues. Chicago Blues, voilà, l'artiste qui illustre le Chicago Blues, c'est quand même B.B. King encore, même s'il vient de Memphis. Hein. Et le Texas Blues, c'est un blues un peu plus rugueux. Hein, Texas, hein, c'est une région un peu plus rugueuse, on va dire, socialement et voilà, donc c'est ce qui différencie, je pense que c'est la région tout simplement. Hein. Sinon le point commun c'est la pensée unique du blues, l'approche est la même. Voilà. Qu'est-ce que c'est la pensée unique du blues? Tu ne nous l'as pas définie. La pensée unique du blues, elle vient directement de l'état d'esprit humain. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les premiers bluesmen à avoir protégé les bluesmen blancs, à les avoir mis sous leurs ailes, c'était B.B. King, c'était John Lee Hooker, parce que les gens ne comprenaient pas que des blancs, par exemple, se mettent à faire du blues. Et B.B. King, Muddy Waters, tout ça, disaient mais si, c'est pas une couleur de peau le blues. Bien évidemment, c'est la communauté black qui a sorti ça. Évidemment, ils ont tellement souffert, les champs de coteaux, mais ça répute aussi la communauté juive, qui ont souffert tout autant que les blacks, et d'autres communautés même. Oui, enfin, permets-moi de dire que malgré tout, on est très marqué par les rythmes qu'on rencontre dans sa propre culture. On est très marqué par les sonorités de sa langue maternelle. On est très marqué aussi par le contexte social et politique qu'on rencontre. C'est vrai que la communauté juive, au milieu du XXe siècle, dans les pays comme la Pologne, a été marquée par un syncrétisme entre les musiques polonaises slaves et puis les musiques, je dirais, purement liées à cette communauté. Donc on ne peut pas faire abstraction, c'est pas possible. Même si toutes les cultures, à un moment donné, qui ont souffert d'exclusion, ont cette chose de douleur en commun. Alors, moi j'aimerais quand même, je suis désolée d'insister, que tu nous dises les racines africaines du blues, de quelle manière elles ont déterminé cette forme musicale, et puis que tu nous dises ce qu'il y a éventuellement dans le blues qui échappe à l'art du divertissement. Parce que c'est vrai que depuis le début du XXe siècle, la communauté black a fourni de manière très abondante le showbiz en comédiens, en danseurs, en musiciens. Est-ce le cas pour le blues? Et une fois de plus, malgré tout, j'aimerais bien que tu nous donnes plus de précision sur ce qui différencie le blues et ce qui le rend afro-descendant. Ça, on peut pas le négliger, hein, que c'est un style afro-descendant. Mais par contre, si tu t'interviewais John Lee Hooker, il fallait pas lui parler de ses racines africaines. Ça le mettait dans un état d'énervement considérable, tu vois. Alors que c'est certainement le bluesman le plus africain dans le style. Tu vois, tout est relatif, on va dire. Comment définir ça plus profondément? C'est vrai que c'est difficile. Pour moi, si j'étais d'origine africaine, peut-être ça aurait été un peu plus facile, je pense.
Moi, je vais renverser la question et la transformer. Et je pense que ce qui peut être intéressant pour comprendre ce que je peux pas expliquer, parce que je suis pas un Africain en fait, hein, même si j'ai des amis black et qui disent moi que je suis un nègre blanc, et ça me touche d'ailleurs. Mais pourquoi des Européens blancs ou alors des Asiatiques jaunes, quelle que soit la couleur, des Amérindiens, des Mexicains, jouent du blues? C'est tout simplement parce que c'est un état d'esprit humain, excuse-moi d'insister là-dessus, et que le reste, c'est évident, le reste, bien évidemment, que c'est une musique qui vient des Africains et très rythmée. Ça reste une musique, effectivement, pas très, qui peut paraître non festive, et qui, voilà, c'est une musique qui est plutôt introvertie, c'est plutôt extravertie, hein. Et peut-être ça qui m'attire dans le blues New Orleans d'ailleurs, c'est que c'est introverti, mais d'un seul coup je m'aperçois que c'est le blues le plus festif qui existe. Et donc voilà. Je peux pas aller plus loin. Je suis peut-être limité par plein de choses, mais voilà. Karine, j'espère que ça satisfait. Donc le blues n'est pas seulement triste, il peut être festif. C'est vrai que c'est pas l'image que des gens qui sont moins impliqués dans la culture musicale blues que toi ont du blues. Donc il peut être festif, et d'ailleurs, je crois, toi Thierry Anctil, que tu joues dans des bars. Tu vas nous raconter un petit peu quels sont ces lieux aujourd'hui sur le territoire normand, parce que finalement tu joues beaucoup dans cette région, et même, je dirais, dans le Calvados. Tu nous diras si je me trompe. Quels sont les lieux aujourd'hui qui programment le blues, qui accueillent le blues, et quel type de public le blues attire sur un territoire bien éloigné, parce qu'il n'y a pas énormément d'afro-descendants dans cette région comparativement à la région parisienne ou à la région de Marseille par exemple. Donc qu'est-ce qui attire les Normands quand ils viennent écouter du blues, et où est-ce que tu joues? Alors, je joue beaucoup dans les petits bars actuellement et dans les restaurants, surtout les restaurants. Hein. C'est souvent des dîners-spectacles, apéro-concerts, dîners-spectacles. Et là, on a la chance samedi de jouer au dansoir. Ça va nous faire du bien d'avoir de l'espace et dans un lieu magique. Hein. Donc, je t'en remercie encore, Karine. Super. Et les gens qui viennent nous voir, on va dire la tranche d'âge, c'est des gens des années, voilà, qui ont 70, 60, allez, les plus jeunes, une quarantaine. C'est quand même une musique que les jeunes actuellement n'écoutent plus, puisque les médias de toutes sortes ne la diffusent plus. Hein. Voilà, de toute façon, à toutes les époques, c'est une musique vers laquelle il fallait aller. Non, c'était pas le blues qui venait vers toi, c'est toi qui va vers le blues. Voilà. Et on joue dans les petits endroits, on est bien content. Et surtout à cette époque de Covid, où on arrive à jouer dans les petits endroits, les petits restos, en respectant évidemment toutes les règles du Covid. Hein. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on va faire samedi d'ailleurs au dansoir. Hein. Je crois que c'est très pointu, l'équipe est très pointue là-dessus. Toute l'équipe du dansoir est très et c'est important. Hein. On le rappellera ce soir-là. Mais les petits endroits, on est bien content de les trouver. Et puis c'est ceux qui survivent alors le plus facilement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc on peut manger, boire et écouter du blues. Voilà. Ce n'est pas comme la musique baroque, ou ce n'est pas... Quoique, à l'époque où la musique baroque a été écrite, on pouvait imaginer que les musiciens jouaient dans des banquets. La musique de tout temps a fait très très bon ménage. Hein. Les troubadours, la musique au Moyen-Âge faisait très très bon ménage. Mais effectivement, en France, il y a une différence entre la salle de concert, qui accueille des formes de musique moins populaires, et les endroits où on vient écouter de la musique populaire. Alors j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu parles de la génération qui vient écouter du blues, mais peut-être que dans 10 ans, le blues, il y aura un revival du blues, et que les très jeunes, ce sera très hype, je ne sais, d'écouter du blues. Est-ce que tu penses que la musique populaire, ou que le blues un jour, sera
à l'instar de la musique baroque, redécouvert et respecté comme une forme savante. Quelle est la différence? Est-ce que tu écoutes de temps en temps des musiques dites savantes, de la musique contemporaine, de la musique baroque, de la musique classique? Est-ce que ça fait sens quand on est musicien blues de dire il y a d'un côté les musiques populaires, de l'autre côté les musiques savantes? Comment est-ce que tu réagis à ça? Puisque tu parles de restaurant où tu joues. Effectivement, ce n'est pas le cas quand on va jouer du Beethoven encore aujourd'hui. Ouais, non, je suis intéressé par toutes les musiques. Hein. Je suis pas parce que je suis un bluesman. Je suis à fond dans cette musique depuis 40 ans quand même. Je pratique le blues depuis 40 ans et peut-être même plus parce que je chante depuis que je suis né. Hein. Je suis chanteur à mon tour. Et mais j'aime aussi écouter autre chose. Et en fait, moi je dis qu'il n'y a qu'une musique, c'est la bonne. Hein. C'est celle que ton cœur a besoin, dont ton cœur a besoin, dont ton âme a besoin. Et j'aurais pu très bien être un artiste baroque, pourquoi pas. Après, venant d'un milieu très populaire, j'ai pas eu l'accessibilité assez rapidement à ce genre d'ambiance, mais pourquoi pas. Hein. Moi j'aime toutes les musiques, il n'y a qu'une musique, c'est la bonne. Hein. Et non, moi, je suis dans le blues depuis 40 ans, je suis un bluesman, je me considère comme un bluesman et non pas un musicien. J'ai commencé, par contre j'ai toujours chanté. Et voilà quoi. Alors je me suis laissé dire que tu donnais des cours de guitare, j'imagine. Comment est-ce qu'on apprend à jouer du blues? Est-ce qu'on apprend au contact ou maintenant, est-ce que ça existe une véritable pédagogie du blues? Une fois de plus, comme un style qui, bientôt, va devenir historique, voire considéré comme savant, un style qui va rentrer dans le répertoire. Comment est-ce que tu enseignes quand tu apprends à jouer le blues? Quel est le plus important? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que tu enseignes uniquement la guitare? Est-ce que tu enseignes le chant? Tout ça, c'est assez mystérieux pour moi. Comment, aujourd'hui, sur le territoire normand, on apprend à imprégner sa sensibilité de blues au point d'apprendre à faire de la bonne musique, comme tu disais, blues? Avant, je vais répondre à une des questions que tu m'as posées que j'ai oublié de répondre. Vis-à-vis de la jeunesse, heureusement, le blues, comme disent les Américains, blues will never die. Le blues ne meurt jamais. Ou il mourra quand l'humain mourra, en fait. Il disparaîtra quand l'humain disparaîtra. Puisque c'est un état d'esprit humain. Donc voilà. Et donc, heureusement, il y a toujours des jeunes. Alors, c'est une minorité, hein, parce que les jeunes subissent j'ai oublié de couper le portable. Les jeunes subissent les médias, voilà, ils mangent ce qu'on leur sert, hein, les jeunes. Et heureusement, il y a une minorité qui se dirige vers ça. Et ça sera toujours. Et effectivement, on a toujours espoir au Blues Revival, bien sûr. Et dans les pays anglo-saxons, c'est cyclique. Hein, c'est cyclique. Il y a toujours un revival du blues. Les pays francophones, c'est un peu plus compliqué. C'est moins notre culture. Hein. Alors, pour l'enseignement de la guitare blues, comme je te disais tout à l'heure, c'est les gens qui viennent vers le blues. Donc, c'est les gens qui viennent vers... Je vais couper mon portable. C'est les gens qui viennent vers le blues. Et donc, c'est les gens qui viennent vers les cours de guitare. C'est ma fille. Donc, désolé. Alors, même si c'est ma fille, voilà, je coupe le portable. J'en perds un digne, quelquefois. Et donc les gens viennent vers les cours de guitare, en fait. Et donc, alors moi, il y a une partie, c'est 1 heure de cours. Il y a une partie théorique d'une demi-heure où là, c'est une fille qui est très têtue. Et il y a une partie théorique où là, on apprend à lire les partitions, le solfège, les tablatures, voilà, d'une demi-heure. Et ensuite, la deuxième partie est un peu plus ludique. Et là, on apprend à l'africaine. Parce qu'on se rappelle qu'on a des oreilles. C'est insupportable. On va éteindre, voilà, comme ça. On éteint, voilà, comme ça. Désolé. Ah non, mais c'est Lucie, hein, tu la connais, hein, Jenny. Hein. C'est une sale gamine de 25 ans. Et la deuxième partie est beaucoup plus ludique. Et là, on apprend à jouer à l'africaine. On se souvient qu'on a des oreilles, à ce coup. Les yeux, c'est bien pour lire les partitions, mais il faut savoir s'en détacher après, parce que c'est quand même un style viscéral, le blues, hein, par rapport au jazz, qui est un peu plus cérébral. Et donc, on travaille le ear training. On se souvient qu'on a une oreille, on travaille cette oreille à distinguer les sons.
à les imiter. Et ensuite, on apprend le vocabulaire blues, une phrase. Les gammes, c'est bien, mais c'est théorique. Et donc, de ces gammes, on extrait un vocabulaire. Comme on apprend à parler quand on est petit, hein. Une phrase, deuxième phrase, troisième phrase. Et après, on apprend à improviser avec tout ça, avec tous ces matériaux. Oui, donc l'improvisation tient une place comme dans le jazz, dans le blues. Et viscéral, moi je compare ça vraiment au flamenco, ce qu'on appelle le contejondo, c'est-à-dire le chant des profondeurs. Donc le blues serait le chant des profondeurs malgré tout en période d'oppression, dans des régions avec des communautés noires ayant souffert, très large, un chant des profondeurs de la souffrance. Et dans tes cours, est-ce que tu autorises les improvisateurs, tes élèves, à mettre de la culture, comment dire, d'origine du territoire dont ils sont issus? Est-ce que par exemple, il y a des mélanges, comme c'est le cas dans beaucoup de styles populaires, des mélanges entre un style régional, je ne sais pas moi, uruguayen, sud-américain, un style populaire d'une région de France, et le blues? Est-ce qu'il y a eu des syncrétismes? Ou est-ce que le blues reste quand même malgré tout très pur et très afro-américain? On terminera sur cette note. Alors là, il y a des gens qui veulent vraiment pratiquer le blues à l'identique, c'est-à-dire ils veulent devenir des B.B. King, ils veulent devenir des Eric Clapton, mais il y a heureusement qu'il y a des mélanges, les gens amènent leur culture. Et il y a du blues en français, par exemple, tu vois. Et la culture française n'est pas incompatible avec le blues. Il y a des gens comme Paul Person, même si un peu rock, hein, Paul Person, mais Patrick Verbeek, tout ça, Benoît Blueboy, qui ont fait du blues en français. Et c'est très bien fait, avec des très beaux textes, ce qui n'est pas évident. Hein. Moi, j'ai voulu, à un moment donné, essayer de faire des trucs en français. Je me suis dit, non, t'es pas doué pour ça. Reste à imiter B.B. King, à devenir... Je suis un interprète, moi. Hein. Après, voilà. Mais oui, on peut, effectivement... Je conseille même aux gens de garder leur culture et d'arrêter d'imiter, de pas suivre mon mauvais exemple, d'arrêter des B.B. King et tout. Soyez vous-même. Et si vous avez une culture différente que la musique blues, afro-américaine, bah, bien sûr, rentrez ces ingrédients là-dedans. Le mélange des races et des cultures, et le mélange des musiques et des cultures, c'est ce qui va sauver l'humanité. Hein. Espérons. Le mélange des musiques et des cultures à travers le monde et les galaxies, c'est ce qui va sauver l'humanité et les humanités invisibles qui existent peut-être quelque part dans l'espace. Merci beaucoup Thierry Anctil. Nous rappelons que tu seras demain soir, samedi 26 septembre à 20h30 au Dansoir à Ouistreham, que c'est la deuxième fois que nous t'accueillons parce que nous t'aimons. Dernière question, est-ce que tu prends des débutants dans tes cours, des gens qui n'ont jamais joué la moindre note de musique? Oui, si c'est des jeunes, oui. Si c'est des... c'est dur ce que je dis. Hein. En général, de toute façon, dès que j'ai des gens d'un certain âge qui viennent faire la guitare, ils ont je les appelle les faux débutants, en fait. Ils me disent qu'ils n'ont pas fait de guitare, mais en fait, dès qu'on les questionne, si, bah, j'en ai fait 2 ans quand j'avais 15 ans. Nanana. Ouais, faux débutants, en fait. Oui, je prends les débutants, oui, bien sûr. Alors nous avons encore toutes nos chances. À bientôt, à demain Thierry. À demain.